Bonjour à tous une nouvelle fois. Donc, comme je vous le disais, on va parler aujourd'hui du Data Privacy Framework. Et donc, pour commencer, on va refaire un petit peu un point historique pour recontextualiser, savoir dans quel contexte et les origines de la décision dont on va parler aujourd'hui. Alors, avant toute chose, il convient de rappeler ce qu'est un accord d'adéquation. Un accord d'adéquation, c'est une décision adoptée par la Commission européenne sur la base de l'article 45 du RGPD, qui établit qu'un pays tiers, donc qui n'est pas lié avec le RGPD, ou une organisation internationale assure un niveau de protection adéquat des données personnelles. La décision d'adéquation a pour effet de permettre le transfert, sans exigence supplémentaire, de données personnelles depuis les organismes soumis au RGPD vers le pays tiers concerné. Alors, le Data Privacy Framework a été précédé de deux accords d'adéquation. Donc, d'abord, le Safe Harbor, mis en place en 2000. Cette décision accordait une équivalence de protection des données entre les États-Unis et l'Union européenne, mais cet accord se fera censurer par la Cour de justice de l'Union européenne avec le premier arrêt Schrems en 2015. La Cour invoquant que les États n'apportaient pas un niveau suffisant de protection pour les données transférées. Alors en réponse à cela, de nouvelles négociations entre les États-Unis et l'Europe ont eu lieu. Ces négociations donneront lieu à des résolutions américaines encadrant les pratiques de leurs agences gouvernementales et à la création d'un médiateur permettant aux Européens de posséder une voie de recours. Cela donnera lieu à la création en 2016 du Privacy Shield, donc un nouvel accord d'adéquation qui se fera censurer à nouveau, comme son prédécesseur, par la CJUE avec l'arrêt Schrems II. Les principaux arguments évoqués étant l'absence de garanties suffisantes à la protection des données et de moyens de recours efficaces pour les utilisateurs européens. À la suite de la décision de la CJUE, le président américain Joe Biden va signer un décret dont l'objectif serait de garantir la confidentialité et la protection des données et libertés civiles dans le programme de surveillance américain lors des transferts de données entre les États-Unis et l'Europe. Le but des négociations entre les États-Unis et l'Europe est clair, combler le vide juridique dans les transferts transatlantiques qu'avait créé l'arrêt de la Cour de justice. Alors, toutes ces négociations et discussions donneront lieu à la mise en place le 10 juillet 2023 du Data Privacy Framework. Donc, ce nouvel accord instaure un nouvel organisme de recours ainsi qu'une accréditation pour les entreprises assurant la conformité au RGPD européen. Et Alors, donc oui, justement, au travers de ce webinaire, excuse-moi, je t'interromps, c'est justement ce que tu vas nous présenter, c'est les nouveautés. Et donc finalement, en vrai, qu'est-ce que tu peux nous dire, ça change quoi? Qu'est-ce que ça va vraiment instaurer ce nouvel accord? ce nouvel accord, il va permettre désormais que les transferts de données personnelles entre une entité ou personne et une entreprise américaine soient considérés comme conformes aux exigences du RGPD. De ce fait, l'utilisation de clauses contractuelles type ou de PCR ne sera plus obligatoire pour assurer la conformité des transferts, comme cela pouvait l'être depuis 2020 avec l'annulation du Privacy Shield. Plus précisément, le Privacy Framework va renforcer le droit des individus en y ajoutant la possibilité pour ces derniers euh, d'avoir accès à leurs données, d'obtenir un droit à l'oubli, donc c'est corriger en cas d'erreur ou de demander la suppression de leurs données, d'avoir un droit à la portabilité et ainsi que obtenir un droit d'opposition au traitement de leurs données. Par ailleurs, avec la signature du décret par le président américain Joe Biden, les administrations américaines, notamment celles de renseignement, ne pourront effectuer de collecte de données que si ces dernières sont nécessaires ou proportionnées pour protéger la sécurité nationale. Alors, il convient de rappeler que la notion proportionnée appelle toutefois à une interprétation particulière par l'administration américaine. Effectivement, il semble que la proportionnalité soit admise dès lors que les intérêts légitimes du pays sont en jeu. Alors, concrètement, les entreprises américaines devront se plier aux exigences du Data Privacy Framework si elles veulent effectuer des transferts de données entre l'Union européenne et les États-Unis.
Data Privacy Framework répond à une question que vous êtes sûrement tous déjà posée. Il est donc dorénavant possible d'utiliser des solutions comme Google Analytics sans avoir à craindre une illégalité de transfert ou d'un manque de protection de la part de la société américaine. Bien sûr. Et pour rebondir sur ce que tu dis un petit peu donc par rapport aux éléments que tu viens d'évoquer pour assurer son adéquation, sa conformité au RGPD, bien sûr, on vous recommandera toujours quand même d'utiliser un outil. Je vais notamment vous parler d'Astra évidemment, hein, mais notamment un outil, ça peut être très utile pour vérifier justement sa conformité au travers d'un questionnaire sur les transferts, mais également aussi pour renseigner ces transferts dans les fiches. Donc, vous pouvez bien sûr le faire sans outil, mais au travers d'un outil, c'est quand même plus visuel et en principe, c'est quand même fait pour et donc de renseigner ces transferts et vous aurez la possibilité de justifier ces transferts et donc de préciser si c'est basé sur une décision d'adéquation et donc aujourd'hui de préciser que c'est basé sur le Data Privacy Framework. Alors pour s'assurer aussi que l'entreprise américaine est conforme aux exigences du Data Privacy Framework, un mécanisme de certification a été mis en place par le ministère américain du Commerce. Alors, parmi ces exigences, on retrouve la limitation des finalités de traitement, la minimisation de la conservation des données et la sécurité des données. Le ministère du Commerce américain a créé le Data Privacy Framework Programme qui permet de vérifier la conformité des entreprises américaines souhaitant accréditer leur conformité sur le long terme. Et le grand ajout de cet accord est la présence d'un véritable organisme de recours, ainsi que de garanties et de limitations quant à l'accès aux services de renseignement américains des données des citoyens européens. Ces derniers verront leur collecte se faire limiter à ce qui est nécessaire et proportionné pour protéger la sécurité nationale. Donc si on s'arrête sur ce que tu viens de nous dire, est-ce que tu peux préciser un petit peu en quoi consiste le mécanisme de certification? Alors oui, depuis donc le 17 juillet 2023, les organisations éligibles peuvent certifier elles-mêmes leur conformité au Data Privacy Framework grâce au Data Privacy Framework Programme, administré par l'International Trade Administration, ou ITA, au sein du département de commerce des États-Unis. Donc pour obtenir cette certification, l'organisation doit être basée aux États-Unis. Ensuite, elle doit s'auto-certifier auprès de l'ITA via le site web du Data Privacy Framework Programme du ministère du Commerce américain. En s'auto-certifiant, l'organisation s'engage publiquement à adhérer et à se conformer aux principes du DPF. Cet engagement devient alors exécutoire en vertu de la loi américaine et l'entreprise risque des poursuites et sanctions en cas de non-respect à ce dernier. De même, en se certifiant ainsi, ces entreprises assurent de même leur conformité aux décisions d'adéquation entre les États-Unis et le Royaume-Uni et l'accord États-Unis-Suisse, qui sont vraiment similaires au Data Privacy Framework. La certification est annuelle et doit être renouvelée chaque année auprès de l'ITA. Cette dernière mettra à jour la liste du cadre de protection des données en fonction des demandes annuelles de renouvellement de certification faites par les organisations participantes. Dans les cas où une organisation est retirée du programme, l'ITA l'inscrira dans le registre d'accès au public listant les organisations américaines qui ont été retirées du programme. Alors, l'ITA précise que toute organisation retirée du programme devra cesser de déclarer qu'elle participe ou est conforme au Data Privacy Framework Programme. Il n'en demeure pas moins tenu d'appliquer les principes de la décision d'adéquation. Cela permet donc de s'assurer que des entreprises comme Google ou Microsoft sont conformes au Data Privacy Framework et que les entreprises qui peuvent utiliser la fonctionnalité n'ont pas à s'inquiéter. Cependant, il est bon de rappeler que lorsque les transferts impliquent des sous-traitants, des mesures supplémentaires, comme des règles contractuelles type, doivent être mises en place pour assurer sa conformité. Et donc là, on s'est arrêté quelques instants sur donc le mécanisme de certification, mais tu as aussi évoqué un mécanisme de recours. Qu'est-ce que ça implique? Comment on le met en œuvre? En fait, tous ces éléments-là, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu? Oui, alors le mécanisme de recours est un peu particulier. Il est découpé en plusieurs étapes, faisant intervenir plusieurs entités. Alors premièrement, les ressortissants européens souhaitant effectuer un recours devront d'abord passer par leur autorité nationale de la protection des données. Donc en France, c'est la CNIL.
et une fois que la demande a été effectuée auprès de la CNIL, cette dernière transmettra cette demande au délégué à la protection des libertés civiles de la communauté américaine du renseignement. Ce délégué est chargé d'examiner la recevabilité de la plainte pour ensuite la renvoyer devant la cour chargée du contrôle de la protection des données, donc la DRCP. Cette cour est composée de membres extérieurs au gouvernement américain, ne pouvant être révoqués que soit un motif valable. La cour ensuite enquête sur la réclamation et peut donc prendre des décisions correctives et contraignantes, comme demander la suppression des données litigieuses. Ce mécanisme de recours, cependant, fait l'objet de critiques. Il semble que le citoyen européen ne possède pas d'interaction directe avec la Cour introduite. En effet, il doit passer par son autorité de protection des données nationales. Et de plus, cette Cour ne semble pas être un tribunal, mais un organe exécutif indépendant. Il est aussi critiqué le fait que les États-Unis n'aient pas modifié leur loi de surveillance en y ajoutant des garanties pour les citoyens européens, n'intégrant pas alors la violation de leurs droits à la vie privée dans le champ d'action du 4e amendement, et donc contre tout abus de la part des autorités américaines. Cela aurait permis aux citoyens européens de posséder plus de droits en cas d'abus par les autorités américaines de leurs données. Donc pour conclure, cet accord comporte plusieurs avantages pour garantir sa conformité aux différentes réglementations en rapport à la protection des données et installe un cadre plus stable au transfert de données transatlantiques. Oui, donc comme on vous le disait au début, hein, on va avoir, donc, comme tu l'as justement dit, Ludwig, donc ça installe un cadre plus stable. Néanmoins, on va quand même vous conseiller de poursuivre votre conformité, évidemment avec un outil, évidemment avec Dastra, parce que on va vous parler de notre outil, c'est sûr. Mais pourquoi? Parce qu'un outil de pilotage, ça va vous permettre de suivre vos transferts et donc ça reste recommandé évidemment. Et ça vous permet aussi de réaliser tout ce qui est IPD, tout ce qui va être, comme on l'a dit un peu précédemment, donc les questionnaires sur les transferts, et donc d'assurer que tout est bien en conformité avec les éléments de la réglementation. Donc on a parlé de critiques. Est-ce que tu voulais revenir sur certains éléments, justement, que ce soit avantage, peut-être pour faire un petit bilan, avantage, critique? Alors, il y a des avantages et comme des critiques, oui. Donc, les avantages, c'est que maintenant, tout transfert de données avec des entreprises américaines, comme Google et Microsoft par exemple, sont légales et n'ont plus besoin donc de garanties supplémentaires, donc de clauses contractuelles type, de binding corporate rules, etc. Parce que maintenant, tout est déclaré légal et il n'y a pas besoin de garanties supplémentaires. Ensuite, donc, vous avez sûrement vu, voilà, les critiques qui ont pu avoir, notamment sur donc l'organisme de recours qui déclaré comme étant une cour, mais les critiques, déclarent que, voilà, que ce n'est pas une réelle cour, mais c'est juste un organisme indépendant, heu, exécutif, donc qui ne dépend pas en fait du système, judiciaire américain. Et que aussi le citoyen européen n'a pas réellement de contact avec cette cour, parce qu'il va passer par plusieurs organismes différents, donc la CNIL d'abord, le délégué à la protection des libertés civiles et ensuite la cour. Mais en réalité, la décision d'adéquation simplifie beaucoup les choses pour les entreprises qui veulent collaborer avec des entreprises américaines. Donc ça reste un bilan un petit peu nuancé quand même. C'est ça. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Puisque comme je le disais au début, l'objectif c'était de présenter un petit peu ce nouveau cadre, cette nouvelle décision et le cadre posé, mais c'était aussi d'échanger avec vous, savoir votre avis, puisque comme on l'a dit, il y a quand même eu beaucoup de critiques, voilà, quelles sont les suites, quelles vont être vraiment les choses mises en œuvre. Donc on est friand aussi de vos avis et de vos retours sur ce sujet. Si vous n'avez pas d'avis, de questions, vous pouvez aussi dire que vous avez bien compris, que vous avez vu aussi un petit peu l'actualité, que voilà, vous vous tenez informé et qu'on verra dans les suites ce que ça va clairement donner, puisque pour l'instant, c'est quand même assez récent.
Mais avec plaisir. Merci à toi, Ludwig. Merci, merci à toi aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter. Oui, alors on a une question. On Euh, l'attendait, cette question. oui, Donc alors, la question, c'est pensez-vous que l'accord risque d'être censuré par la CJUE comme les précédents? alors, je pense que il va y avoir évidemment un recours. Noib, pour ne citer que, compte déjà en effectuer un, dès que l'accord est mis un peu en place par les entreprises, donc d'ici la fin d'année. Et je pense que il y a des chances qu'il soit encore une fois annulé par la Cour de justice de l'Union européenne. Ça, bon, après ça, on ne le sait pas encore, mais il y a quand même des chances. Mais euh, je pense qu'il faut quand même voilà, se plier à cet accord parce que le temps que la Cour de justice rende un avis, il y aura d'autres sanctions administratives qui peuvent tomber. Euh, mais je pense que oui, il y a des chances que cet accord d'adéquation se fasse encore une fois censurer par la Cour de justice. Voilà, après, on peut pas dire voilà, ce que va dire la CJUE, mais comme tu l'as dit, Ludwig, il y a des chances. Après, peut-être que ça ne sera pas le cas et peut-être que le cadre restera tel quel, on verra. Affaire à suivre, comme vous dites. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que ça va se faire censurer? Est-ce que vous pensez que ça va être maintenu? Est-ce que vous avez des avis sur le sujet? Donc on a une personne qui répond. Pour ma part, je pense également que cela va de nouveau être censuré par la CJUE. D'accord. Une autre personne qui écrit, peut-être qui peut réagir. Au vu des amendes attribuées, il est certain qu'il risque d'être censuré effectivement. Donc plutôt, vous êtes plutôt d'avis que ça va se faire censurer. Globalement, quand même, ok. Mais en attendant, c'est vrai, comme tu disais, Ludwig, ça instaure un cadre et puis au moins ça facilite les échanges. En Oui, tout cas oui, pour l'instant, tant que c'est mis en on œuvre. perd, il y a beaucoup de temps gagné à ne pas faire de clauses contractuelles type sur les transferts et faire des clauses, les binding corporate rules aussi qui sont un peu longs à faire. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr que si, en tout cas, c'est donc une personne réagit, nous dit ça facilite pour le moment, mais il faudra rattraper la situation ensuite. On a déjà vécu ce cas de figure par le passé. Du coup, on verra pour la suite. Donc on a personne qui pense que ça va être maintenu tel quel et qui pourrait éventuellement avoir des. Ludovic, est-ce que tu as un avis sur la dernière question, celle de Mathilde? Euh, alors, je crois que ça reste comme nécessaire. Après, vous pouvez toujours aussi vérifier avec depuis le site du Data Privacy Framework Programme si l'entreprise avec qui vous êtes en relation est conforme, enfin en tout cas se déclare conforme. Mais je pense qu'il reste quand même nécessaire d'effectuer une TIA au moins par précaution. On sait jamais. Alors, Cassandre réagit, les contrats avec les sous-traitants américains vont-ils devoir être mis à jour ou ceux prévoyant des CCT, donc des clauses contractuelles type, peuvent être maintenus en l'état selon vous? Euh, alors selon moi, je pense il faudrait au moins les revoir, au moins vérifier qu'ils sont conformes. Parce que comme il y a eu on a eu un vide pendant 2 ans,
les clauses contractuelles types devaient être mises en place pour ça. Après, comme de toute manière, comme c'est des cas sous-traitants, il faut quoi qu'il se passe des clauses contractuelles types. Donc, vous pouvez au pire toujours les vérifier, mais C'est ce qu'on conseillait un petit peu au début de ce webinaire, c'est quand même de poursuivre en fait sur les avec un outil, ça vous facilite quand même grandement la tâche et ça vous permet quand même de gagner du temps et donc continuer de vérifier que tout est en conformité, y compris vos CCT. C'est l'occasion aussi de les mettre à jour, de vérifier. oui, il convient de rappeler aussi qu'avec l'arrêt Schrems 2, la cour de la CJUE validait, on va dire, les clauses contractuelles types, mais il fallait autre chose en plus, il fallait assurer une Oui. sécurité des données aussi. Voilà, c'était insuffisant, c'est ce que vous dites là dans votre réaction. Les CCT étaient non utilisables pour les USA, CF, arrêt de la CJUE. Je pense que c'est de ça que vous vouliez parler. Est-ce que vous avez d'autres remarques, des éléments peut-être que vous souhaitiez échanger au cours de ce webinaire, d'autres questions éventuellement? Alors, les entreprises américaines s'auto-déclarent dans le Data Privacy Framework Programme. Oui, c'est sur la base un peu du volontariat, donc c'est elles qui vont s'auto-déclarer conformes. Mais donc l'ITA vérifie quand même cela, et cela tous les ans. Et tous les ans, ils doivent de nouveau s'auto-certifier avec contrôle, et si elles ne respectent pas ça, elles sont alors inscrites dans la liste des entreprises ne respectant plus le Data Privacy Framework Programme. Si plus de questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Donc, comme je vous le disais au début, donc on a enregistré ce webinaire et on vous le mettra en replay si vous souhaitez le consulter à nouveau.